Bonjour à tous et bienvenue à la TechVision 2022 de Seanza. Nous allons vous présenter aujourd'hui les 7 tendances technologiques que nous avons identifiées cette année 2022 pour les 3 prochaines années. Ces tendances, nous les avons regroupées en deux principaux axes, à savoir des tendances technologiques qui vont être représentées par la sustainability, par la décentralisation de la sécurité, par l'industrialisation de l'intelligence artificielle ou encore le futur de la connectivité. Et dans un deuxième temps, nous vous présenterons l'application de ces tendances technologiques à des domaines qui sont aujourd'hui très fortement impactés par la modification de notre écosystème, l'impact du Covid, à savoir la santé et la supply chain. Je vous laisse découvrir ces tendances dans la suite de cette vidéo. Alors, premier trend que nous allons voir pour cette TechVision, ça va être celui sur la durabilité des systèmes d'information. Donc on remarque une très forte augmentation de l'utilisation des systèmes d'information et d'un autre côté, une recherche de durabilité dans les entreprises. Ces deux tendances provoquent une accélération des initiatives vers une durabilité des systèmes d'information. Les grands acteurs dans l'informatique, que ce soit les fournisseurs de cloud ou les fabricants de matériel, travaillent déjà dans ce sens depuis plusieurs années déjà, grâce à des innovations technologiques en règle générale ou méthodologiques. Les prochaines étapes, ça va être d'étendre ce travail qui est actuellement côté plutôt infrastructure au niveau de l'ensemble des services IT qui sont utilisateurs de ces ressources. On va travailler sur les démarches, sur de nouveaux indicateurs et sur de l'outillage. Et ce, sur l'ensemble des étapes de la conception d'une application, que ce soit du design jusqu'aux opérations. En effet, l'optimisation d'un système ou d'une ressource ne suffit pas. On a vu que cette optimisation a tendance à créer une facilité d'accès et aussi une baisse des coûts. Du coup, on retrouve du gaspillage par facilité. Les utilisateurs utilisent plus les systèmes, bien plus vite qu'on arrive à les optimiser. Donc nous avons à travailler sur d'autres axes. Mais quels sont ces axes? On peut en trouver deux principaux. On va avoir le premier axe qui va être au travail lié sur l'infrastructure et sa surveillance. Donc on va utiliser de nouveaux outils de monitoring. On va essayer de travailler sur de nouveaux process pour nettoyer les ressources et les surveiller. Et aussi on va travailler sur de nouvelles architectures ou en tout cas rechallenger les architectures existantes afin de les rendre plus efficaces en termes d'énergie, travailler sur des ressources serverless par exemple, sur du cloud public, sur des ressources déjà fortement optimisées et aussi retirer quelques contraintes qu'on s'ajoute parfois comme de haute disponibilité non nécessaire ou des économies sur des investissements qui au final ne sont pas réels. Le second axe sur lequel nous avons travaillé est celui sur le développement de ces applications. On a déjà et on travaille aussi sur de nouvelles bonnes pratiques, donc des algorithmes optimisés. Il existe déjà des bonnes pratiques à mettre en place pour optimiser le coût entre guillemets du code, de l'exécution de code d'une application. Mais on se rend compte aussi que ça ne suffit toujours pas. Il faut travailler aussi dès le design des fonctionnalités qu'on a envie d'implémenter et se poser quelques questions. Est-ce que cette fonctionnalité est nécessaire? Est-ce qu'elle est bien implémentée? Est-ce qu'elle n'est pas trop consommatrice de ressources? On a tout un tas de questions à se poser. Doit-on avoir du temps réel, de haute disponibilité? Est-elle vraiment nécessaire afin d'avoir vraiment la fonctionnalité qui sert l'utilisateur et qui est aussi optimisée d'un point de vue consommation des ressources? Et pourquoi se pose-t-on toutes ces questions? Parce que la consommation énergétique n'a pas le même coût environnemental en fonction de l'heure ou de l'endroit où on l'exécute. Il y a des outils qui existent pour pouvoir surveiller cette consommation énergétique et son impact environnemental. Et des associations travaillent, et des fondations créées par des grands acteurs de l'informatique travaillent sur la mise en place d'autres outils, des kits de développement logiciel par exemple, qui permettent
de créer des applications adaptables, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent en fonction du besoin et de la consommation d'énergie afin d'être le plus efficace possible. Donc on a vu que la recherche de durabilité des systèmes d'information va toucher l'ensemble des acteurs des services IT et plus non seulement les fournisseurs d'infrastructures. Le deuxième trend porte sur la décentralisation de la cybersécurité. Historiquement, la cybersécurité est l'apanage d'experts en sécurité qui vont éditer des normes et mettre en place des outils de sécurité, le plus souvent des outils de sécurité périmétriques qui vont venir en supplément des projets au-dessus, une surcouche au-dessus des outils. Ces éléments ont suivi en fait l'infrastructure informatique qui était centralisée et qui aujourd'hui est en train de se décentraliser dans le cloud sur l'ensemble de la planète et via l'ensemble des objets connectés ou devices connectés que nous avons dans les entreprises. La sécurité doit donc suivre aujourd'hui les mêmes règles. Et ces règles commencent par de l'alphabétisation à tous les étages de l'entreprise. Cette alphabétisation passe par de la formation auprès de nos dirigeants, des employés, de l'ensemble des product owners et de l'ensemble des personnes métiers qui vont avoir besoin de tel ou tel projet ou de tel ou tel outil. On chiffre la sécurité par rapport à son maillon le plus faible. Aujourd'hui, l'extension du réseau et le fait que les éléments, les objets utilisés se retrouvent à l'extérieur du réseau affaiblit le niveau de sécurité globale de l'entreprise. Il est donc important de former les gens au risque de la cybersécurité, à comment appréhender cette cybersécurité et comment chaque jour la mettre en œuvre pour l'ensemble de leurs tâches dans le cadre de l'entreprise, mais aussi de leurs tâches personnelles. La sécurité ne s'arrête pas aux frontières, ne s'arrête plus aux frontières de l'entreprise, elle touche chaque personne, même dans son périmètre familial. Bien sûr, tout ceci implique des changements en termes de méthodologie pour la cybersécurité, mais aussi en termes de technologie. La cybersécurité utilise nativement, historiquement, des outils qui sont centriques, des firewalls, des Active Directory et autres outils très centralisés. Dans le cadre d'un réseau qui s'étend et qui outrepasse le réseau de l'entreprise, ces outils ne deviennent plus pertinents. Il est donc important de repenser ces outils et d'utiliser de nouveaux types d'outils qui vont amener de la sécurité au plus proche des employés. La cybersecurity mesh repose sur le principe de créer une bulle de sécurité autour de chaque personne, de l'identité de chaque personne et autour de chaque objet. Et c'est ces bulles de sécurité qui communiquent entre elles. Pour faire cela, la sécurité va utiliser notamment des technologies comme la blockchain et donc faire reposer les organes de sécurité tels que des Azure Active Directory sur de la blockchain pour diffuser ces nœuds de sécurité au plus proche de ces bulles de sécurité à l'intérieur de ces bulles de sécurité. La diffusion de cette cybersécurité à l'extérieur du réseau, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du réseau de l'entreprise nous permet d'entrevoir des effets collatéraux assez importants pour les entreprises, à savoir faciliter le télétravail en facilitant l'accès aux technologies et l'accès à la sécurité quel que soit l'endroit où se situe la personne ou l'objet en question doit avoir des accès. Et dans un deuxième temps, pour les entreprises, faciliter et alléger les charges de locaux et pour les employés, pouvoir se projeter sur des endroits à l'extérieur de l'entreprise. Notre troisième tendance est relative à l'industrialisation de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on retrouve l'intelligence artificielle au quotidien dans nos smartphones par exemple, mais on la retrouve aussi de plus en plus dans les projets informatiques. On se rend compte cependant que beaucoup des projets qui ont été créés ont une durée de vie très courte, beaucoup plus courte qu'un process informatique habituel. Aussi, il faut se demander quelles sont les différences entre un projet de développement classique et un projet utilisant de l'IA et quelles sont les spécificités.
Dans un projet utilisant de l'IA, on se retrouve avec un triptyque données, modèles, code. Ce triptyque-là apporte plus de complexité et de nouvelles problématiques. On en a notamment 4 principales: l'éthique, la transparence, le respect de la vie privée et l'impartialité. Cela va introduire de nouvelles questions, c'est comment s'assurer que ces 4 thématiques-là sont bien traitées. Cela passe déjà par la création d'une équipe pluridisciplinaire, au sens où les métiers ont évolué et les métiers sont différents. Nous allons avoir par exemple dans ces nouveaux métiers le rôle du ML Engineer, donc en français l'ingénieur en machine learning, qui vient compléter le dispositif plus classique Data Engineer qui traite les données, Data Scientist qui va analyser les données, travailler pour générer un modèle, et derrière le développeur plus classique qui va exposer par exemple ce modèle sous forme d'API. Le ML Engineer vient compléter cette différente stack en fournissant une nouvelle capacité et un rôle d'industrialisation. On a également la nécessité d'avoir une vision produit au sein d'une équipe, une vision transverse et parfois qui est transverse au sens de l'entreprise. À cela se complète toute une phase de gouvernance de la donnée qui elle-même doit être plus transverse aussi et fournir des outils comme par exemple du data cataloging afin de s'assurer que les données qu'on utilise pour créer nos modèles soient exploitables et soient plus qualitatives par rapport aux différentes thématiques, notamment sur l'impartialité, éviter du biais et autres sujets. Enfin, on a toute la thématique du MLOps, qui est la transformation de l'approche DevOps dans un contexte machine learning. En effet, le test est complètement différent dans un contexte d'utilisation d'IA. On n'est plus sur du test unitaire, test d'intégration, test classique qui, normalement, une fois passant, ne devrait pas ou peu changer. On est sur une approche où la donnée va introduire beaucoup de différences dans la manière dont le modèle sait répondre et une nécessité importante de faire de l'entraînement en continu et d'implémenter des boucles de feedback. De plus, sur cette partie qualitative de la donnée, on sait aussi que la partie respect de la vie privée est très importante et nécessite un outillage qui peut être spécifique. On a par exemple l'utilisation de briques comme Smart Noise qui permettent de générer du bruit dans la donnée afin de créer un modèle qui sera plus qualitatif sans utiliser des données privées. Pour conclure, l'industrialisation de l'intelligence artificielle nécessite principalement 4 phases. Une équipe pluridisciplinaire, une gouvernance de la donnée, le déploiement de nouveaux outils, et enfin, la formation des équipes, car malgré tout l'outillage, il est très important de former les équipes et de former les développeurs et également les data scientists, data engineers à toutes ces problématiques autour du responsible AI. Pour la 4e tendance, nous allons aborder le futur de la connectivité. On le remarque tout autour de nous, il y a de plus en plus d'objets connectés. En parallèle, les investissements sur les technologies mobiles comme la 6G s'amplifient. En l'occurrence, la Chine et les États-Unis font la course en tête sur cette technologie. On pourrait se demander s'il ne s'agit pas d'une simple évolution de bande passante. Eh bien non, en fait, le monde va basculer. On va passer à un modèle où les objets connectés seront indispensables à notre quotidien. En effet, en partant d'un usage très local, on va enrichir l'interconnectivité avec des services qui vont se multiplier et une expérience enrichie. Par exemple, le concept des Smart Cities met en avant l'amélioration de la qualité de l'environnement urbain. Les acteurs de demain qui vont émerger sont ceux qui apporteront des réponses à des situations plus qu'à des besoins. C'est le futur de la connectivité. Notre 5e tendance est consacrée à l'ingénierie de l'excellence IT. L'IT prend une part de plus en plus importante au sein des entreprises, tous secteurs d'activité confondus. Les business models évoluent, de nouvelles startups sont créées. On a de nouveaux acteurs qui prennent part à l'IT et qui ne font pas forcément partie de la direction des systèmes d'information. Par exemple, dans le département marketing, on va s'intéresser aux réseaux sociaux et à ce que l'on peut réaliser avec des CRM. Dans le département de la finance, on va chercher à récupérer des informations en temps réel, par exemple à travers des API. Ces nouveaux acteurs, qu'on peut appeler des business technologistes, ne sont pas forcément familiers avec les pratiques de l'IT. Par exemple, on a des proof of concept qui vont sauter des étapes et se retrouver en production. À côté de ça, on a des systèmes qui sont à la fois simples mais aussi complexes. Simples parce qu'avec le cloud, on a de l'automatisation, on n'a plus besoin de porter trop d'attention sur la maintenance de l'infrastructure.
En revanche, les systèmes vont se complexifier puisqu'on va avoir de plus en plus de composants et il est difficile parfois de diagnostiquer là où se trouve le nœud d'un problème. Les équipes sont de plus en plus diversifiées et on va avoir un turnover au niveau des compétences qui font qu'il est difficile de suivre l'évolution d'un projet. C'est en ce sens où on remet l'accent sur l'excellence IT. Par exemple, à travers la documentation, on va mettre en avant que la communication va permettre de fédérer les équipes et de faire avancer les projets vers le succès. Au niveau de la supervision, on va pouvoir remettre en avant certaines pratiques, comme par exemple des simulations, pour tester comment réagissent les équipes face à une défaillance technique. Enfin, concernant la base de connaissances, il faut mettre en pratique des rétrospectives et maintenir une documentation où on est capable de savoir comment réagir face à un incident pour se préparer le moment où ça arrivera. On met de cette façon-là en avant un digital leadership qui va être important, d'autant plus que avec des nouvelles problématiques comme par exemple la sécurité, la notion d'excellence prend davantage de valeur. Avec l'apparition de nouveaux concepts comme les Digital Factories au niveau des entreprises, on va remettre en avant le fait que l'IT a un rôle transverse et qu'on va pouvoir créer de la valeur à long terme. Sixième et avant-dernière tendance que nous allons voir, c'est celui de la santé. On a remarqué une augmentation très forte de la dématérialisation des données ces 2 dernières années avec le contexte en termes de santé que nous connaissons actuellement. Ces données ont principalement été utilisées pour faire de l'information et de l'analyse de la pandémie. Les prochaines étapes, ça sera de créer de nouveaux usages autour de ces données de santé pour faire de la prévention, du diagnostic et aussi aller sur du self-care, des usages autour du self-care. 4 grandes technologies nous aideront à créer ces différents nouveaux usages. Nous avons l'IA, l'IoT, l'informatique quantique et la sécurité. L'Agence nationale de santé en France a publié en 2019 une feuille de route autour de différents éléments pour moderniser les systèmes de santé et soutenir l'innovation. Les grands acteurs spécialisés dans ce secteur vont s'intégrer dans ces feuilles de route pour créer des services dits smart, qu'on appellera smart, qui s'intégreront dans de nouvelles plateformes de santé. Smart car intelligent, le premier sens, où ces services s'appuieront très fortement sur l'intelligence artificielle. On a des modèles qui sont dorénavant matures, sécurisés et qui peuvent servir à faire des prévisions plutôt bonnes sur tout ce qui est pandémie et gestion des crises. Mais aussi, avec ces nouvelles données, on pourra partir sur l'autodiagnostic, personnaliser ces modèles d'informatique, d'intelligence artificielle pour personnaliser les résultats aux utilisateurs et à son environnement et à ses spécificités. L'IA associée à l'informatique quantique va renforcer et va faire passer la recherche fondamentale dans une autre dimension pour tout ce qui est conception de médicaments. Actuellement, les modèles sont très longs, les recherches sont très longues et l'informatique quantique va très fortement accélérer avec une capacité de calcul inégalée jusqu'à aujourd'hui. Smart aussi car ces services seront connectés à un ensemble d'objets basés sur l'IoT, sur les technologies d'IoT, des objets qui sont portés par les patients, bien sûr, mais aussi par les équipements, que ce soit dans les ambulances ou dans les hôpitaux, pour faciliter la maintenance et la surveillance des personnes.
Et dernier élément, smart car sécurisé. En effet, là on vient de voir l'utilisation très forte d'IoT qui vont créer de nouvelles attaques. On augmente la surface d'attaque de ces systèmes qu'il va falloir sécuriser très fortement. La sécurité périmétrique telle qu'on la connaît ne suffira pas. Le zéro trust risque d'être aussi dépassé avec d'autres évolutions technologiques. Et on va intégrer la blockchain dans ces services de sécurité pour avoir une sécurité maillée entre le patient et le service. Donc nous avons vu que l'ensemble de ces évolutions technologiques vont créer de nouveaux usages dans le secteur de la santé dans les prochaines années, et ceci va s'accélérer très fortement. La tendance numéro 7 est la supply chain. Comme on vous l'a déjà expliqué, la supply chain, on a voulu par cette tendance-là appliquer des tendances technologiques à un vertical particulier qui est fortement impacté aujourd'hui, et on va développer comment ces tendances technologiques peuvent aider et apporter de nouvelles valeurs dans ce vertical qui est la supply chain. On avait déjà fait une référence à la supply chain lors de la TechVision 2021 de Celenza. Aujourd'hui, on va spécifiquement se focaliser dessus. La supply chain a vécu et vit encore une révolution avec l'industrie 4.0, l'apport de tout un tas de technologies IoT, robotique, intelligence artificielle vont amener des possibilités, des ouvertures, et l'intégration des outils de la supply chain, des outils informatiques de la supply chain à l'ensemble du SI vont permettre de faciliter l'automatisation et l'industrialisation de cette supply chain. Néanmoins, et au vu de ce qu'on a vécu avec le Covid, la partie supply chain a été très fortement mobilisée ces dernières années, et on a vu un accroissement phénoménal des demandes et des modifications, ou en tout cas des attentes vis-à-vis du dernier kilomètre. C'est notamment là, sur ce dernier kilomètre, que portent aujourd'hui toutes les attentions de la supply chain en termes d'automatisation, d'optimisation. Et c'est bien sûr aussi le maillon faible qui va limiter ou en tout cas handicaper la qualité de service apportée à nos clients. La problématique pour nous sur ce dernier maillon, c'est qu'il est constitué de tout un tas de paramètres, d'une volumétrie croissante phénoménale, et de paramètres qui sont totalement indépendants des organes classiques de supply chain, à savoir les livraisons, la circulation, le climat, bref, tout un tas de métriques difficilement quantifiables. En tout cas, via les ordinateurs que l'on a à disposition aujourd'hui, ou même de l'intelligence artificielle. En ce sens, le quantum computing est un des axes principaux d'optimisation de ce dernier maillon, et on attend beaucoup de ces nouveaux algorithmes, comme c'est le cas notamment dans d'autres domaines tels que la météo. Un autre élément important dans cette supply chain et dans cette tendance, et bien sûr la partie blockchain. On parle beaucoup aujourd'hui de traçabilité, de transparence, de sécurité. On a d'ailleurs parlé de la sécurité via la cybersécurité, et le fait de pouvoir diffuser cette cybersécurité sur l'ensemble des outils et plus à l'intérieur du réseau. Et la supply chain, elle, est bien sûr à l'extérieur du réseau de l'entreprise. Il va être donc important de pouvoir diffuser la sécurité sur les objets propres de la supply chain à l'extérieur du réseau. Et pour revenir à la blockchain sur la partie transparence et traçabilité, l'importance de ce point-là va permettre aussi de pouvoir tracer l'ensemble des éléments constituants de cette supply chain, la création de matières premières, la transformation de matières premières, les banques, les organismes de régulation, les différents fournisseurs, transporteurs, jusqu'au client final, pour que le client final puisse savoir d'où provient, comment sont fabriqués ces objets, et faciliter aussi le transport de ces objets à travers la planète, notamment via la facilité qu'on peut avoir avec les douanes et la traçabilité que représente la supply chain vis-à-vis des douanes. Dernier point important dans cette vision, c'est aussi la prise de décision.
Vous avez compris, on va avoir tout un tas d'objets, de paramètres, de plus en plus de paramètres à gérer autour de cette supply chain. Alors on va pouvoir prendre des décisions stratégiques qui vont être amenées via des algorithmes d'intelligence artificielle, via de la BI, via de la data vis. Mais on a besoin aussi de prendre des décisions très tactiques, et ce avec une visualisation simplifiée de la supply chain. Aujourd'hui, ce monitoring, cette vision, on voit que les technologies telles que les Digital Twins vont nous permettre de visualiser en temps réel, et ce dans des univers 3D, l'ensemble de cette supply chain, l'ensemble de ces différents points, pour prendre des décisions tactiques sur le bon respect des engagements de l'entreprise tout au long de cette supply chain. Pour finir, je dirais que la supply chain peut apporter encore plus que cette optimisation, cette facilité de prise de décision, en apportant de nouveaux services à l'entreprise. Ces entreprises qui ont des camions à travers toute la planète, qui vont aller dans des endroits qui sont parfois peu couverts par des réseaux, peu couverts par même nos futurs réseaux 5G ou 6G, vont être en mesure de pouvoir fournir tout un tas d'informations via des capteurs installés notamment sur les camions, et par exemple fournir un nouveau service inédit de l'entreprise qui n'a rien à voir avec son métier historique, qui serait des prises de température dans des régions reculées pour les fournir ce service-là à Météo France. L'idée ici, un effet collatéral serait d'amener et d'augmenter la volumétrie de services que pourrait proposer la supply chain avec des services périphériques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger l'intégralité de la TechVision 2022 de Selensa dans les commentaires ci-dessous. Nous restons, l'ensemble des experts de Selensa et moi-même, disponibles pour pouvoir échanger sur ces différentes tendances lors de toute cette année.